Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Ma vie d'expat. Je suis Enzo, votre hôte aujourd'hui pour ce nouvel épisode numéro 6. Et aujourd'hui, on va aborder les pays de l'Ukraine, la Pologne, mais aussi la Chine. Donc on va bien voyager. Et pour ça, aujourd'hui, j'accueille l'unique et le grand Kevin Ben Simon. Salut Kevin. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Hello à tous et merci Enzo de me recevoir Avec dans plaisir. ton podcast. C'est super cool. En plus, ça fait un moment qu'on en parlait, donc merci. Trop C'est bien, j'ai vrai. hâte de pouvoir partager énormément de choses avec ceux qui nous écouteront. Pour me présenter rapidement, moi je suis franco-suédois à la base, hein, même si ça se voit pas trop, et j'ai grandi à Cannes et puis après j'ai pas mal bougé. J'ai habité d'abord en France à Montpellier, Paris, puis en Chine, puis en Ukraine, puis en Pologne. Et j'ai fait pas mal de choses professionnellement assez différentes, que ça soit dans le monde de la vente, dans le monde du coaching, dans le monde des séminaires et de ce qu'on appelle l'infoprenariat. Peut-être qu'on en parlera plus tard, mais voilà, j'adore toucher à des choses, j'adore voyager, j'adore rencontrer du monde. Et je pense que du coup, j'espère que ça va être un épisode intéressant pour les gens qui nous écouteront. Bah, effectivement, et puis je pense que aussi, on va dire ce que tu t'es mis à faire professionnellement parlant, c'est ce qui t'a amené aussi à bouger, ce qui t'a ouvert des opportunités aussi. Donc, évidemment, je pense on va y passer. La première question que j'aime bien poser aux personnes qui viennent parler ici, c'est déjà, c'était quoi pourquoi t'as voulu bouger finalement? Qu'est-ce qui faisait que t'avais envie de partir de la France et aller voir ailleurs finalement? À chaque fois, c'était des raisons assez différentes parce que j'avais pas exactement le même âge. Quand je suis parti en Chine, c'était par rapport aux études que j'étais en train de faire. Il fallait partir un an quelque part. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que j'avais le choix dans le cadre de mon école de commerce de partir n'importe où dans le monde. Et je me souviens qu'en début d'année, quand j'en avais parlé avec ma mère, je lui avais dit je partirai n'importe où, mais pas en Chine, c'est sûr et certain. Et en fait, en fin d'année, je me suis dit, c'est quoi le voyage qui me changerait le plus, qui serait peut-être le plus dur, mais en même temps le plus intéressant? Et je me Ouais. suis dit, il y a rien de plus fou que d'aller en Chine pour moi à ce moment-là. Et du coup, je suis parti en Chine pendant un an. Donc ça, c'était pour la Chine. Pour l'Ukraine, j'en avais un peu marre de la France. Je venais de quitter mon job et il y avait des grèves tout le temps. La mentalité française, ça me fatiguait. J'avais un peu du mal avec ça. Et puis quand tu as une double nationalité, que tu as toujours voyagé, tu sens que tu es quelqu'un qui appartient pas juste à ton pays, mais déjà à plusieurs pays. Et puis, tu as tout le temps envie de voyager et tout. Et j'avais envie de redécouvrir des choses. Mais ça s'est fait quand même par hasard, l'Ukraine. Et peut-être qu'on en reparlera après. Et la Pologne, c'était juste la continuité. Il y a eu la guerre en Ukraine. Et du coup, je suis revenu en France. J'en ai eu très vite un peu marre. Et je suis allé en Pologne parce que c'est ce qui se rapprochait peut-être le plus pour moi de l'Ukraine sur le papier. Ce qui n'était pas forcément le cas d'ailleurs. Ouais, effectivement, je pense que t'as raison de dire que quand t'es deux nationalités, tu sais, enfin, t'es pas attaché finalement qu'à un seul pays, donc t'as moins Mhm. peur peut-être, ou intrinsèquement, t'es pas forcé à rester chez toi, tu peux très bien bouger beaucoup plus facilement que la plupart des gens peut-être qui ont grandi dans une seule et même ville, tu vois. Ouais. Euh, mais du coup, pour revenir sur sur la Chine, donc ton premier grand voyage, la première fois où t'es parti vivre à l'autre bout du monde, Ouais. est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette expérience? Déjà, c'était pour les études, mais où est-ce que tu vivais, comment ça se passait, tu vois, à ce niveau-là, et qu'est-ce que t'as aimé, qu'est-ce que t'as moins aimé peut-être? Alors déjà, je m'étais mis un deuxième challenge, c'est que je suis allé en Chine, mais je suis pas allé à Hong Kong, à Shanghai ou à Beijing, enfin Pékin. Je suis allé à Kunming, qui est une ville qui est pas du tout connue en Europe, mais qui est Ouais, quand même une ville de 6 millions d'habitants dans le Yunnan, qui est considérée comme la plus belle région de Chine, proche du Vietnam, pas loin d'une autre ville qui s'appelle Chengdu. Peut-être les gens connaissent parce que c'est la capitale des pandas en Chine. Donc, quand je suis allé là-bas, vrai challenge parce que du coup, c'était la vraie Chine profonde avec tout son développement ultra rapide, mais surtout avec des gens qui parlaient pas du tout anglais en réalité. Il y avait peut-être 200 ou 300 expatriés, ok. donc pas beaucoup de références en gros. Et Euh, comment tu fais pour vivre comme ça quand tu vis pas avec la langue, on va dire, enfin, du pays? Est-ce que ça pose des problèmes? Est-ce que tu arrives quand même à t'en sortir? Bah, franchement, c'était dur parce que du coup, la difficulté qu'il y a en plus en Chine, c'est que on pense pas exactement pareil, on se comporte pas du tout pareil. Même quand on parle avec les mains ou avec les gestes c'est pas les mêmes. C'est des trucs bêtes, mais par exemple, en Chine, pour faire 10, tu vas pas faire 10 comme ça. Pour eux, c'est pas 10. Soit ils vont faire un truc comme ça, soit ils vont faire un truc comme ça. Donc, ce Ok, que je veux dire, c'est que
tout ce que je connaissais, fallait que je l'oublie. Donc j'ai appris un peu le mandarin et tout, j'avais un tout petit niveau. Et en gros, c'est ce que je cherchais en fait. Donc c'était dur. Franchement, l'Europe parfois me manquait énormément, Ouais. mais c'était ultra formateur, ultra intéressant. Je pense que j'ai autant adoré la Chine que détesté, quoi. C'était parfois vraiment chiant et parfois juste exceptionnel. Je pense que j'avais pas encore assez de maturité sur le coup pour me dire à chaque fois que c'était juste génial. Il y a eu vraiment des moments où j'ai trouvé que c'était dur, je me sentais un peu seul alors que je l'étais pas forcément. Mais j'étais beaucoup plus jeune, j'avais 22 ans, un truc comme ça. Et justement, pour les personnes qui nous écouteraient et qui hésiteraient à partir à l'autre bout du monde parce qu'ils auraient peur de se sentir seuls, parce qu'ils auraient des doutes, des craintes, Mhm. qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Est-ce que toi, tu as regretté de faire ça finalement? Est-ce que c'était... comment ça s'est Bah, passé? je pense qu'il y a autre bout du monde et autre bout du monde. En réalité, tu vas partir à Los Angeles, c'est le bout du monde pour la France, mais en fait, tu vas te sentir quand même pas très dépaysé finalement, même si les Américains sont très différents. Partir en Chine, là, c'est plus dépaysant, je pense, que de partir en Australie finalement. Donc, Ouais, déjà, il n'y a pas qu'une histoire de kilomètres en réalité, il y a une histoire de culture. Il y a une histoire de est-ce que je connais la langue, est-ce que je connais l'histoire de ce pays, est-ce qu'il y a des gens qui me ressemblent là-bas ou qui sont très différents. Là, la Chine, c'est un pays communiste avec des Chinois qui parlent mandarin ouais, et une histoire qui est folle. Moi, le conseil que je peux donner aux gens, c'est juste partez et voyez. Les gens pensent trop que quand ils font une action, c'est un truc qui est définitif pour eux, comme s'il y avait aucun chemin de retour. Mais même quand tu te maries, tu as le droit de divorcer, en gros. Même quand tu vas dans une entreprise, tu peux partir. Et même quand tu voyages et que tu avais prévu d'aller 1 an, si ça te plaît pas au bout d'1 mois, tu peux te barrer en fait. Donc ouais. juste, vous avez rien à perdre en réalité, d'essayer et de voir si ça vous plaît ou pas. Et si ça vous plaît pas, c'est ok, c'est pas un drame, c'est juste ok. Et peut-être que c'était pas fait pour vous à ce moment-là, mais au moins vous le savez. Ouais, clairement, je suis d'accord là-dessus. En fait, rien n'est gravé dans le marbre. Tu peux toujours. Ouais, Et puis en plus, moi, ce que j'aime bien dire aussi, c'est au pire, tu perds quoi? Du temps, mais t'auras gagné de l'expérience, tu vois. de fou. Ouais. Parce qu'au final, ok, ça t'a pas plu, t'es revenu, mais Mhm. t'as été, tu sais ce que c'est, et tu sais ce que tu veux pas déjà. Ouais. Ça, je trouve que c'est même des fois mieux que de savoir ce que tu veux forcément directement. Et est-ce que, justement, en termes de différence de culture, t'as des anecdotes un peu qui t'ont marqué à nous raconter, des trucs un peu drôles, ou même des stories un peu relous qui t'est arrivé en Chine? Est-ce que t'as des trucs marrants qui sont comme ça qui sont arrivés? Ouais, je me souviens d'un truc. Enfin, j'ai eu plein de souvenirs, des bons et des moins bons, mais Ouais, je me souviens que j'étais dans une école de finance et d'économie, et le premier cours qu'on a de finance, de marché, le prof nous dit prenez des bonnes baskets. J'étais là en mode c'est quoi le rapport? Et il nous a emmené en fait faire une marche tout en haut d'une montagne. Donc on était déjà en montagne, on était à 2000 mètres d'altitude. Donc il faut imaginer un plateau où il y a 6 millions d'habitants à 2000 mètres d'altitude. Nous, on pense aux stations de ski où c'est petit et tout. La Chine, c'est ouais. tellement grand et démesuré que c'est possible. Et du coup, on était monté dans une colline montagne et et il s'était passé deux trucs de fou. Un, il y avait un camp avec énormément de chiens et je me disais mais c'est quoi et les chiens ils étaient agressifs et tout et il y avait des gars trop bizarres et le gars nous dit ouais c'est des anciens détenus qui font du trafic de chiens et qui le vendent et qui le mangent. Donc Ah, là je m'étais dit ah ouais ok. on est arrivé c'est la vraie Chine tu vois. Et Ouais. les chiens parfois ils étaient en gros ils étaient un peu en liberté aussi et puis ils nous coursaient c'était un peu particulier. Et deux quand on est arrivé en haut le mec nous a montré une photo de la ville, genre 3 mois avant, en gros. Et il nous a montré après. Et en fait, c'était fou, mais les gens vont pas me croire. Mais en 3 mois, il y avait genre 10 tours de plus. La ville avait rien à voir, en gros. Et en gros, il nous a dit, la première chose que je veux que vous compreniez, c'est qu'en Chine, les choses se passent pas comme ailleurs dans le monde. Tout va vite. Et en fait, ça sert à rien que je vous apprenne un truc qui demain n'existera pas ou sera plus valable la Chine, c'est ça, en gros. Et en gros, il voulait nous expliquer ce que c'était l'hypercroissance, l'hyperdéveloppement et tout. Et franchement, ça avait été un truc un peu fou et ça m'avait vraiment marqué. Parce que déjà, la marche était ultra pénible, c'était assez physique. Il y a des gens qui sont jamais allés en haut, au Ouais. final, dans la classe. Et cette histoire de chien, en même temps, je me disais, putain, c'est vraiment le cliché de la Chine, machin et tout. Et puis, en haut, tu te retrouves avec, tu te rends compte que quand nous, on met, je sais pas, 3 mois à faire une route de 100 mètres,
eux, ils sont capables en 3 mois de faire 15 tours. Donc, Ouais, ça c'est un truc de fou quand même. Mais donc ça m'avait bien marqué. est-ce que ça va aussi avec la mentalité chinoise de travailler dur, quitte à des fois oublier un peu la condition humaine, comme on peut avoir l'impression. Est-ce que c'est des choses que tu as pu observer ou alors c'est pas forcément le cas? Alors, honnêtement, j'ai vu des gens travailler très dur ou du moins faire des choses qui me semblaient un peu inappropriées. Ouais, Genre des personnes très âgées qui vont porter des frigos sur le dos et marcher dans la rue pour aller livrer quelque chose parce qu'ils n'ont pas de bagnole, tu vois, ouais, ou pas de scooter. Après, j'ai vu aussi, je pense qu'en Chine, il y a un mythe du travail qui est pas tout le temps valable en réalité. ok, Les Chinois, certainement que pour certains, travaillent dans des conditions ultra dures, pas très saines, et qui diminuent grandement leur espérance de vie. Pour autant, je pense que la vraie diff que moi j'ai vue sur leur développement, c'est qu'en fait, quand nous, on met 4 personnes pour faire un truc, eux, ils en mettent 400, en gros. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est le nombre. Il y a beaucoup de Chinois qui ont des jobs inutiles. J'ai jamais vu autant de gardes dans la rue qui sont payés à garder tu sais pas quoi en fait, en gros. ouais, Mais c'est un peu ouais, je vois la très bien. promesse du communisme. C'est Ouais, vous aurez tous un toit, vous aurez tous un job. Donc il y a plein de gens qui font ça. Et un autre truc qui est assez marrant, qui vient un peu contre cette idée que les Chinois seraient que des travailleurs et tout, même si franchement il y a des usines où il y a des enfants, enfin c'est terrible. Ils ont dans leur réglementation, le code du travail, le droit à la sieste. Et en gros, c'est un truc assez particulier. Quand tu vas dans des restaurants à certaines heures, tu as tous les serveurs qui dorment sur les tables. Alors, si tu passes à 15 heures ou 16 heures, ouais, et ils dorment tous pendant 1 heure ou 2 heures sur les tables ou les banquettes où ils mettent 3 sièges et ils dorment. Et ça m'avait marqué et je me demandais à chaque fois pourquoi. Et en gros, ça fait partie de leur droit de faire des siestes. En gros. Donc ok. voilà, ça m'avait marqué. Et ça, c'est un droit auquel ils veulent pas du tout abroger. Vraiment, ils y tiennent, donc ils dorment sur les tables directement. Alors, Ouais, tu sais, en Chine, ça fonctionne pas exactement comme ça. Si demain le parti dit ouais, bah oui. ça existe plus, tu vois. C'est Ouais, bien fini. sûr. Il y aura pas de manifestation ou quoi. Ah Mais en bah tout cas, non. ça fait partie de la culture. Ah non, mais c'est vrai que c'est marrant que tu dis ça parce qu'on a souvent le. Bah, en tout cas, on a l'a priori, vu d'Europe, que les Chinois, c'est des travailleurs, mais tu sais, travaillent H24, quoi. En fait, ils Non, oublient il y en a. littéralement leur vie et ils font que ça. Non, il y en a Mais plein qui travaillent pas beaucoup parce que l'ascenseur social, il fonctionne pas super bien. Ils ont pas fait d'études et en ouais. fait, ils ont un job comme ça et en fait, ils survivent en réalité. Mhm. Peut-être qu'ils voudraient travailler plus, mais ils ont rien d'autre. Il faut réfléchir, quand tu as 1,5 milliard de personnes, le contrat social entre l'État et les citoyens, c'est pas le même. Les Ouais, bien problématiques, sûr. c'est vraiment pas le même. Et tout est différent. Mais ouais, il y a des gens qui travaillent comme des chiens et c'est un truc de fou aussi, quoi. Et d'ailleurs, est-ce que tu as eu l'occasion de parler avec des Chinois, on va dire là-bas, et est-ce que tu as pu parler un petit peu du gouvernement en place? Est-ce qu'ils en parlent facilement? Est-ce que c'est un sujet tabou, tu vois, finalement? Alors ouais, j'ai parlé avec des Chinois. Moi, où j'habitais à Kunming, c'était un peu particulier parce qu'ils voyaient pas beaucoup d'expatriés. Ok. Donc on avait un peu l'impression d'être des animaux exotiques pour eux. Ah bah oui, tu Il y avait m'étonnes. un rapport un peu particulier. Franchement, je le dis. Je sais pas s'ils avaient un complexe d'infériorité, mais en tout cas, ils étaient prêts à tout pour nous mettre bien, à part ceux qui étaient racistes, tu vois, Ouais. parce qu'il y en a. Mais c'était du coup un peu malaisant parce que t'arrives pas à avoir des rapports équilibrés, en fait. C'est quoi, les gens se mettent tout de suite dans une posture d'infériorité, genre, Ouais, tu sens que t'es leur, je sais pas, leur maître ou j'en sais rien. pas leur maître, mais je dirais, par exemple, je donne 2, 3 exemples pour que les gens comprennent bien. Moi, dans la rue, j'étais tout le temps arrêté pour prendre des photos avec les gens, comme si j'étais une star. Puis, plein de fois, j'avais des gens qui derrière embrassaient leur téléphone et me remerciaient comme si c'était le truc le plus fou de leur vie, quoi. Ouais, En boîte de nuit, on allait en boîte. J'ai jamais payé une boisson. Les gens littéralement se battaient pour inviter des Européens à leur table et nous faire boire gratuitement. Et puis ils nous offraient tout ce qu'ils pouvaient. Donc en nourriture, en boisson. Je me souviens, ils venaient avec des cartouches de cigarettes alors que je fumais pas. Ils nous les offraient. Donc c'était particulier. Après, je parle d'une Chine que moi j'ai connue dans une ville qui était pas ouais, occidentalisée il y a 10 ans. Certainement que cette ville a quand même changé, évolué, mais j'ai aucun doute sur le fait que des Chines comme ça, il en existe encore plein en réalité. ouais. Donc voilà. Parler avec des Chinois, oui. Avoir des vraies conversations sincères, complexes. Parler du gouvernement et tout, pratiquement impossible
en réalité. Ouais. Ok. Et est-ce que Vraiment. du coup, est-ce que on va dire, ça complique les choses quand tu veux créer des vraies relations, comme tu disais finalement avec des locaux, le fait qu'ils se mettent dans une posture qui est jamais au même niveau, est-ce que du coup ça complique les choses pour créer une relation d'amitié, amoureuse ou quelconque? Bah, pour être transparent, j'en ai pas créé. Voilà. Ok. Je suis resté Bon. 1 an, j'en ai pas créé. Ok. Bah effectivement, peut-être c'est effectivement pour ça que tu vois, on va dire si tu te mets dans une posture d'infériorité, c'est peut-être compliqué après toi de te projeter en même en termes d'amitié, faire des choses avec les personnes. Je peux comprendre. Et il y a un dernier point aussi, Ouais, c'est que toi, tu découvres leur monde, mais eux connaissent pas le tien, en fait. ouais. Et ça crée une vraie complexité dans l'échange pour se comprendre en réalité, euh, parce qu'ils savent vraiment pas à quoi ressemble notre monde, Hmm. pour certains. Donc, les seuls avec qui j'ai eu un peu plus d'affinité, c'était parfois des expatriés chinois qui revenaient dans leur ville Ouais. et que je recroisais en soirée et on échangeait. Mais pour des Chinois qui avaient jamais voyagé, tout, c'était compliqué déjà. Et puis il y avait une barrière de la langue qui était très souvent présente en plus. Ouais, bah effectivement, s'ils parlent pas anglais, c'est peut-être plus compliqué. Une dernière question sur la Chine. Est-ce que tu as pu voir un petit peu les différences au niveau, par exemple, dating, comment ça se passe, tu vois, les relations amoureuses, les interactions entre eux, comparé à l'Europe? Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont marqué un petit peu là-dessus? Honnêtement, la Chine, j'étais pas très bien placé parce que j'étais avec ma copine, donc Ouais, donc mais j'ai pas. autour de toi, est-ce que t'as pu voir des choses, ou même dans la rue, tu sais, les gens, comment ils se comportent entre eux? Ouais, bah, j'ai vu des trucs qui étaient assez marrants. En Chine, il y a des espaces dans des parcs où des parents se donnent rendez-vous avec des photos de leurs enfants et ils Ouais. essayent en fait de faire un match entre une famille et une autre et puis ramènent leurs enfants pour qu'ils se rencontrent quoi, en gros. Ah ouais, Donc c'est d'accord. assez ouf quoi. C'est comme si tu avais un speed dating mais organisé par tes parents avec des photos et tu vois les gens qui vont de de spot en spot pour essayer de marier leur fille avec un mec bien. Donc ça c'était un truc que j'ai vu qui était assez marrant. Les Chinois sont quand même assez pudiques quoi qu'il en soit. La sexualité c'est pas un truc qui est super abordé on va dire. Ouais. Euh, tu sens pas tu sens pas les gens même qui ont cette énergie-là tant que ça finalement. Il y a beaucoup de mythes aussi. Nous, on était des Européens, donc il y a beaucoup de mythes autour des Européens, des Chinois. Les filles se posent énormément de questions, tu vois. Ah bah ouais, j'imagine bien, Genre, ouais. donc, donc voilà. Et je dirais que, ouais, c'est de ce que j'ai vu, mes potes qui dataient des Chinoises, ça avait pas l'air super intéressant, honnêtement, parce qu'il y avait toujours ce rapport un peu d'infériorité qui faisait que Ouais. t'avais une relation avec des filles qui étaient genre on aurait dit elles avaient fini le jeu de la vie, tu vois. Elles avaient un Européen, c'était un truc de fou quoi, en Ouais. gros. Ouais, je Et comprends, ouais. elles étaient ultra discrètes, elles parlaient pas beaucoup et c'était pas du coup super intéressant pour moi vu de l'extérieur. Et du coup, après cette expérience en Chine, toi, tu décides de rentrer en France. Et Ouais, donc après, t'as ta première expérience pro ouais. à Paris. Ça, je le sais déjà parce que avec Kevin, on se connaît déjà de base. Quand tu décides de quitter ton job à Paris, tu te lances dans l'entrepreneuriat. Et est-ce que c'est le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat qui t'a fait vouloir aller en Ukraine, ou alors c'est concours de circonstances qui a fait que t'as atterri là-bas, au final? En réalité, quand je rentre de Chine, je suis encore étudiant. J'ai premier job, mais après, je crée une première boîte en réalité et qui marche, qui vivote, qui est intéressante. Mais finalement, je reviens quand même dans le salariat tout en gardant cette boîte-là. Et cette Donc, première boîte, c'était Vivo ouais, VC, ouais, ouais. c'était C'est ça, Vivo, ouais. exactement. Et en gros, ce que je veux dire par là, c'est que du coup, j'avais déjà entrepris et pour autant, ça m'avait pas donné envie de partir. Je kiffais trop ma vie à Paris. Quand j'ai été salarié, je gagnais super bien ma vie. J'avais une grosse expérience à Microsoft qui m'avait permis d'ouvrir certaines portes. Quand je quitte la boîte, il y a le corona. Je supporte pas d'être enfermé. Ça faisait 2 ans et 8 mois que j'étais dans cette boîte. J'avais l'impression un peu d'avoir fait le tour. Ouais. Je voyais pas trop c'était quoi mes futures perspectives. Et à ce moment-là, en réalité, j'ai pas vraiment de plan d'entrepreneuriat différent, on va dire. J'ai juste une copine ukrainienne, c'est tout, à la base. Et je voulais qu'elle vienne s'installer avec moi en France. Et en gros, je suis parti en Ukraine la rejoindre pour faire des papiers et tout. Et au moment où on doit revenir, en fait, elle me largue, concrètement.
Du coup, j'étais ultra blasé et c'est là où ça a mis pas mal de choses en perspective parce que euh, j'avais pris un appart pour elle et moi, j'avais plus de job. Et je me disais, ah, l'appart, il a plus de sens parce que c'était pour elle et moi. Bien sûr, J'avais ouais. plus le job. La France me saoulait. Il y avait encore ces trucs de Corona où je savais pas trop à quelle sauce on allait être mangé. J'étais un peu triste et mes potes en Ukraine me disent, vas-y, reste, on fait la fête. C'est pour ça que j'ai expliqué que c'était un peu le hasard. C'est que je suis resté, j'ai fait la fête une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines de fête où tous les jours je sortais jusqu'à 8h, 9h du matin, pratiquement tous les jours. Et en fait, je me suis dit, putain, ma vie, elle est trop bien ici. Quand je suis revenu en France, j'étais en mode, c'est éclaté. Ouais. Et je suis revenu en Ukraine, j'ai fait des allers-retours. Et puis au bout de 4, 5 mois, j'ai lâché mon appart et je me suis définitivement installé. Et justement, tu parles d'avoir fait beaucoup la fête pendant plusieurs semaines. Est-ce que justement ça fait partie aussi de la culture ukrainienne, justement de faire beaucoup la fête Je sais que ça là-dessus c'est quand même différent de la France, la manière dont ils organisent les soirées, pour en avoir parlé avec toi, mais Ouais. enfin, comment ça se passe, tu vois, quand tu es sur place pour aller faire la fête? Comment sont les gens? Comment ils t'accueillent? Ouais, c'est intéressant. Je pense que bon, l'Ukraine change pas mal avec la guerre, mais pour autant, je pense pas que les Ukrainiens changent totalement en tant que tels. L'Ukraine, c'est un pays qui avait une indépendance qui a 31 ans. Moi, j'en ai 32. Et tu sens du coup une espèce de forme de vitalité, de jeunesse, de dynamisme et de liberté qui est plus grande qu'en France parce que ils se souviennent de ce que c'est de pas être libre. Et là, ils se Ouais, rebattent pour leur liberté d'ailleurs. Et ça, c'est un truc que tu sens dans la ville avec les gens et tout. Et ensuite, vu que c'est un pays aussi qui connaît la pauvreté quand même, c'est un des pays les plus pauvres d'Europe, les gens, ils sont vraiment en mode you only live once. En gros, c'est je sais même pas si demain je serai encore vivant. Donc vas-y, fuck it. Ils sont très court-termistes les Ukrainiens. C'est très dur d'organiser un truc pour dans 3 mois ou quoi. C'est ouais, on organise pour ce soir ou pour demain. Donc il y a cette approche-là de la vie qui est un peu différente. C'est un truc que j'ai trouvé aussi en Israël, tu vois, dans cette approche de la vie très euh, ouais, court-termiste, ouais. only Hmm. ouais, c'est one life, tu vois, en gros. Et l'autre point, c'est que par contre sur le papier, ils ont l'air quand même très froids et ils sont très froids. C'est des cultures slaves, ils ont des visages impassibles et tout. Et puis finalement en soirée avec un peu d'alcool, ils sont ultra chill et ouais, ils se la collent pas mal, ils boivent énormément, ils sont finalement assez ouverts, ils sont capables de t'inviter chez eux le soir même pour continuer à faire la fête. Et du coup, c'était assez facile quand même, si tu les respectes, de se faire pote avec et d'avoir des vraies soirées folles. Et vu que là-bas, ils sont dans cette énergie de liberté, il y a très peu d'interdits, il y a beaucoup de choses qui t'arrivent que tu n'avais pas prévues. Et en fait, si t'aimes sortir, ça peut vite te rendre addict parce que moi, je pense que en une semaine, je vivais plus de soirées folles qu'en 5 ans en France, tu vois. Ouais. Mais quand tu dis des Donc, soirées folles, bon. c'est par exemple quel type de soirée t'as marqué précisément, tu vois? Forcément, bah, des soirées avec des filles, honnêtement, des Ah bah trucs oui, où, j'imagine là-bas, ouais. ouais, ouais, forcément. Déjà parce que les femmes sont très très belles et parce que au-delà de ça, le rapport entre les hommes et les femmes est très différent de la France. Les femmes sont féministes, mais pas comme en France, et elles Ouais, sont très très féminines et elles sont très dans le jeu et elles sont encore très ok à tout ce qui va toucher à la galanterie, etc. et à mettre en place ce type de jeu-là, même si ça mène à rien, même s'il n'y a pas forcément d'intérêt elles aiment en fait être là-dedans. Euh, il y a eu plein de soirées avec, oui, des filles et des trucs assez improbables, mais je pense que je serais censuré si j'en parle. Et sinon, beaucoup de soirées où tu vas dans un club, tu rencontres, en fait, tu vas dans un bar, tu parles à un couple, puis ils t'invitent dans une boîte, puis en fait, ils t'invitent après chez eux, et tu te retrouves à un endroit improbable dans une villa de fou où en fait tu découvres que le gars c'est un oligarque ultra riche et il te met trop bien, tu vois. Donc c'est plus des choses comme ça où en fait tu sors en pensant que tu vas peut-être boire une bière et puis finalement tu te retrouves à faire 5 endroits, à rencontrer 70 personnes, à repartir avec 80 contacts et avoir à t'être éclaté toute la nuit, tu vois, jusqu'à 9h du matin, alors que tu pensais que tu allais rentrer à 11h du soir, tu vois. ouais. Est-ce que du coup,
une fois que tu étais sur place, que tu vivais cette expérience-là, tu avais déjà commencé, on va dire, ta boîte de formation ou alors Ouais. c'était quand tu es là-bas, tu l'as commencé à la créer? À ce moment-là, j'étais un peu dans la formation parce que dans ma précédente expérience professionnelle, on avait eu des formateurs qui étaient venus et Ouais, bizarrement, ils m'avaient trouvé vraiment bon alors que j'étais le formé. Ils m'avaient dit si un jour tu veux donner des formations et que tu as du temps, viens avec nous. Et la boîte s'appelait Seven et le gars s'appelle Thomas Fraudet. D'ailleurs, je le remercie. Je suis pas sûr qu'il regardera la vidéo, mais je le remercie. Et en fait, il m'avait permis du coup de devenir formateur dans des grands groupes comme Buffalo Grill, PwC, des groupes un peu plus connus dans Paris comme Big Mama, ceux qui font ouais, bien les sûr. pizzerias Popolare et tout ça. Et il y a eu plein d'autres groupes d'ailleurs. Et au même temps, j'ai eu l'opportunité aussi d'être intervenant et prof dans des grandes écoles. Donc, je commençais à faire de la formation de ce type-là. Et au même temps, je voulais me lancer dans le coaching. Donc voilà, et j'avais en plus le droit au chômage. Donc j'étais bien, j'avais pas mal de sous sur mon compte, j'avais ces formations, j'avais le droit au chômage, je commençais à faire un peu du coaching. Et est-ce que c'était quelque chose qui était facilement faisable selon toi de vivre en Ukraine avec ce rythme et à côté d'avoir ce travail que tu peux mener à distance où il y avait beaucoup de déplacements, comment ça se passait pour toi? Alors, oui, parce qu'on était en période Corona et que du coup, beaucoup de choses se faisaient à distance Ouais, et qu'il y a eu d'autres lockdowns hein, en France. À un moment donné, oui. ils ont refermé des trucs et tout. Donc, l'économie arrivait à basculer du physique au non physique ou en ligne très facilement. Après, par rapport à mon rythme de vie, franchement, voilà, j'ai plus privilégié ma vie perso que ma vie pro, mais vu que j'avais pas mal de chance et tout se goupillait plutôt bien. Et c'est vrai que c'était pas facile à allier et que parfois j'avais l'impression d'être un zombie, tu vois. J'attendais la nuit, c'était un peu particulier, quoi. Ouais, je vois le délire. Un autre sujet, moi, qui je sais, intéresse les gens en général, c'est est-ce que les Ukrainiens, en global, sont heureux de recevoir des étrangers? Ou alors, tu vois, est-ce qu'ils sont un petit peu réticents, ils savent pas trop comment tu l'as ressenti, toi, quand t'es arrivé là-bas? Franchement, je vais être ultra transparent. Statistiquement, en Europe, apparemment, un des pays qui a le plus de racisme, ça serait l'Ukraine et en deux, la Pologne. J'ai habité Ouais, dans les deux, tu vois. ouais. Après, direct, quand on dit ça, les gens ils se disent, ouais, il y a un racisme d'État, tout le monde est raciste, machin et tout. Quand vous regardez les stats du racisme, c'est genre c'est minime. Mais statistiquement, ça serait le premier pays. Donc, ce que je dirais, c'est que moi, j'ai trouvé les Ukrainiens assez ouverts, mais par contre, ils veulent protéger leur culture, ils veulent protéger leur patrimoine, ils veulent protéger leur histoire, ils veulent protéger qui ils sont en tant que nation. Donc ouais, l'Ukraine, c'est un pays de caucasiens, slaves, blancs, orthodoxes, chrétiens, et ils n'ont pas forcément envie d'avoir de la mixité de fou. Ouais. Donc ils mettent en place des politiques pour pas en avoir. Pour autant, j'ai toujours été grave welcome partout. J'ai jamais eu des problèmes où j'étais pas admis quelque part. C'est après quand t'as la carte française, c'est un peu différent quoi. Mais il y avait en Ukraine quand même pas mal de Turcs, de trucs comme ça. Ouais, peut-être de prime abord ils les aiment pas, mais pour autant tu auras toujours une bonne qualité de service. Tu te feras jamais traiter comme une merde si t'es respectueux ou quoi. Mais après, ouais, ils essayent de protéger en tout cas ça. C'est leur vision du monde et je la respecte, tu vois. Et est-ce qu'ils aiment les Français, du coup, d'après ton Ouais, expérience? mais ils ont ils ont tous un imaginaire sur la France assez intéressant. Paris, la ville de l'amour. Ah bah oui, Euh, les ça. les Ukrainiens, ils sont assez. Il y a beaucoup de gens qui ont des sous, ou beaucoup de gens qui aimeraient en avoir. Du coup, ils deviennent aussi assez matérialistes et il faut dire ce qui est. Toutes les plus belles choses sont souvent françaises en termes de luxe. Donc forcément, ils voient la France comme un espace où il peut y avoir des belles choses. Pour autant, ils connaissent aussi certains problèmes de la France en termes de sécurité, de propreté, de problèmes qu'on peut avoir en mode vivre ensemble qui fonctionne pas tout le temps. Les attentats terroristes, ils les ont vus. Donc voilà, beaucoup d'Ukrainiens qui voyagent. Parmi leurs premiers voyages, ça va être Paris et Ouais. ça va être aussi la Côte d'Azur. La chance, c'est que je viens de la Côte d'Azur comme toi et que j'ai habité à Paris. Ouais, parfait pour eux, Ça du coup, leur ouais. parlait. Ouais, bien sûr. Ouais. Et d'ailleurs, est-ce que tu parlais de sécurité, enfin d'insécurité en France, mais comment tu t'es senti là-bas? Est-ce que tu te sentais en danger dans la rue?
Est-ce que le tard le soir, tu vois, ça craint un peu, ou alors t'étais vraiment tranquille comme ça dans certains pays, ça peut l'être? Que ce soit en Ukraine ou en Pologne, c'est 1 million de fois plus safe et sécurisé qu'en France et en Europe de l'Ouest. J'ai jamais eu même un moment de tension où je me suis dit, ah, ça se regarde, il faut un peu Ouais, éviter le truc ou quoi. Genre jamais. En Ukraine, en fait, t'as jamais de problème. Et si t'en as un, tu sais que t'auras un problème qui sera ton dernier problème, certainement. Tu vois. Genre, ouais, bien sûr. ça finira, tu finiras lesté dans la rivière et voilà. Donc franchement, pays le plus sûr que j'ai pu faire avec Dubaï certainement et la Pologne, enfin les Émirats parce que Dubaï c'est pas un pays, mais Ouais, et et ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est que bah du coup quand t'es en France, t'es choqué en fait quoi. T'es ouais, choqué bah à oui. quel point t'es pas en sécurité, même en tant que mec, en tant que meuf, je t'en parle pas. T'es choqué de voir à quel point en France il y a des histoires pour rien. Et je vais même aller plus loin. Je suis retourné en Ukraine pendant la guerre. Et franchement, la guerre, c'était pas ouf, quoi. Et il y a eu plein de fois où il y avait des bombardements, des drones iraniens, des trucs. Je vous jure que je me sentais plus en sécurité pendant la guerre en Ukraine que parfois quand je me balade à Paris. Vraiment. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est le sentiment que t'as quand tu marches dans la rue ou dans certains Mm. endroits, t'es pas à l'aise, tu vois. Ouais, Je vois ce que tu veux dire et c'est parfait que tu parles de ça parce que du coup, toi, t'étais en Ukraine du coup quand la guerre a commencé. ouais. Euh, comment est-ce que t'as vécu ça? Enfin, comment c'est en fait? Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête quand tu vois les choses arriver? Parce que c'est vrai que c'est une situation qui arrive pas à tout le monde. Qu'est-ce que tu t'es dit? Quelles ont été tes premières pensées et comment tu l'as vécu? Quand c'est arrivé, ça faisait un moment que beaucoup de personnes disaient qu'elle allait avoir la guerre, et moi j'étais persuadé qu'elle allait pas l'avoir parce que la configuration qu'il y avait avec beaucoup de soldats russes aux portes de l'Ukraine, c'était un truc que j'avais déjà vu 3 fois en 2 ans. Pour moi, c'était pas nouveau, et les exercices militaires russes de conséquents, il y en avait vraiment beaucoup. Donc forcément, beaucoup de surprises. En plus, ça arrivait en pleine nuit. Je pense qu'il était 3 heures ou 4 heures du mat, et ça m'a réveillé en fait. Ça m'a réveillé et bizarrement pas exactement comme ça s'est pas exactement passé comme ça en fait. Je me suis réveillé 5 minutes avant qu'il y ait une énorme bombe qui explose. Et comme si tu sais, je sais pas comme les animaux qui ressentent qu'il y a un Ouais, séisme. j'ai J'ai ressenti ça senti avant, qu'il y ouais. avait un truc. J'étais avec ma copine qui était super malade, elle avait le corona. Et en fait, j'ai entendu une énorme bombe et l'effet de la bombe, c'est comme s'il y avait un semi-remorque qui était rentré dans l'appartement. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que plus tard, j'ai appris que cette bombe qui avait explosé, elle était à 40 kilomètres d'où j'étais en réalité. Donc, il Ah faut ouais, quand même se rendre compte, euh, c'est comme si tu étais à Cannes et que ça explosait à Nice, tu vois, à peu ouais, près. C'était un aéroport. Et ce qui s'est passé, j'ai vu le flash lumineux de loin tellement c'était conséquent. C'était à l'aéroport de Gostomel, qui est un aéroport militaire. Je me souviens que je me suis senti tout fébrile. Genre, je me suis senti tourné, tu vois, blanc, on va dire, et comme s'il faisait 5 degrés dans mon corps. Et en gros, je me suis dit, il faut que je me calme, et il faut que je réveille ma copine et que j'essaie de la rassurer. Mais je me trouvais déjà pas rassurant pour moi-même. Et ce qui s'est passé, c'est que le téléphone de ma copine a sonné, et du coup, j'ai pas eu le time de vraiment me calmer. Et en gros, avant qu'elle décroche, je lui dis, écoute, la guerre vient de démarrer, ça explose partout là, mais tout va bien se passer. Franchement, je lui dis ça en mode automatique. Je dirais même ouais, pas que je savais si ça allait bien se passer ou pas. Genre, c'est une phrase qui sort un peu comme ça, quoi. Ce qui s'est passé, qui a été douloureux pour moi à ce moment-là, c'est que j'ai pas eu peur de mourir. J'ai pas eu peur d'avoir de problèmes pour mon intégrité physique. Par contre, je me suis dit ma vie de rêve était morte. Et en fait, pour moi, c'était limite plus douloureux. Parce que je me suis dit, ouais, ok, c'est comme si tu avais joué à Mario. Et ça, c'est un truc que j'ai souvent dit aux gens, que tu atteins tous les mondes, que tu finis tous les mondes. T'arrives, tu tues Bowser, tu repars avec Peach, tu crois que t'as fini, hein, que t'as gagné, que t'es trop bien. Et en fait, là, il y a Poutine qui arrive et il te renvoie au monde zéro, tu vois, en gros. Et moi, ça m'a fait ça et c'était du coup violent comme pensée et c'était dur psychologiquement par rapport à ça, en fait. est-ce que du coup ça peut être quelque chose, tu vois, que quelqu'un doit se poser comme question s'il veut potentiellement bouger dans un pays avec des risques de guerre? Est-ce que c'est, tu vois, la personne doit se dire, ok, mais je pars là-bas, que sais-je, tu vois, je sais rien, à Taïwan, tu vois, en ce moment on sait que c'est chaud avec la Chine, etc. Mm. Je pars à Taïwan, est-ce que je dois considérer
avant de partir, ou alors est-ce que j'y vais quand même et puis on verra une fois que ça arrive. Déjà, je recommande aux voyageurs français d'aller sur le site du ministère des Affaires étrangères où il y a une carte où il te montre les zones à risque dans le monde, etc., etc. Donc, je recommande de regarder, ça permet quand même de s'informer. Ouais, De regarder aussi où il y a une ambassade, des trucs comme ça, c'est quand même important. Même si moi, je vous cache pas que quand il y a eu la guerre, l'ambassade, disparition totale. Ils avaient mis en place une ligne téléphonique. Au bout de 24 heures, elle était fermée, plus personne répondait, il fallait se démerder. c'est fou ça Euh, quand même. donc, donc, je dirais quand même aux gens de regarder. Moi, la particularité, c'est que les gens l'oublient, mais l'Ukraine était déjà en guerre quand j'y étais. Il y avait une guerre dans le Donbass qui était là depuis X années. Et en fait, quand tu étais à Kiev ou ailleurs, tu la ressentais pas, mais elle existait. Il y avait des morts, il y avait eu des milliers de morts. C'était pas une situation nouvelle. Juste là, ce qui était nouveau, c'était l'échelle, quoi. Donc, j'étais au courant qu'il y avait une guerre. Et les Ukrainiens le savaient. D'ailleurs, j'habitais à côté d'un mur avec la photo de tous les morts pendant cette guerre-là. Donc, je le Tu le voyais voyais, ouais. très souvent. Donc ouais, je dis aux gens de le prendre en considération. Après, moi, à un moment donné, on m'a dit qu'il allait potentiellement avoir la guerre et j'ai quand même décidé de rester, tu vois. Donc, je suis pas là pour donner des leçons. Tu peux avoir de la chance et il se passera rien et ne pas en avoir et il se passe des choses. En tout cas, ce que je peux dire aux gens, c'est que vivre la guerre, ça a aucun intérêt de le vivre en fait. C'est Ouais, juste traumatisant, c'est juste triste et c'est juste un truc que si vous pouvez éviter de le voir, d'y être, d'y vivre, bah c'est mieux pour vous. Après, de l'autre côté, par contre, le vivre, ça te permet de comprendre aussi ce que c'est l'humain, de comprendre aussi qu'est-ce qui a fait notre histoire, parce que des guerres, on en fait depuis l'homme de Cro-Magnon. Et ça te permet aussi d'être petit, d'être moins dans un monde de bisounours et de comprendre que la vie, c'est aussi des rapports de force. Et que si on veut sortir de l'histoire, comme on fait un peu en Europe, en étant juste dans l'économie, c'est compliqué et t'es rattrapé en fait par l'histoire, t'es rattrapé par ce que l'homme peut être. Donc j'ai appris plein de choses, mais honnêtement, si c'était à refaire, je le referais parce que tu sais jamais qui tu serais. ouais, bien Mais sûr. je recommande pas aux gens de vivre ça en fait. Genre ça a aucun intérêt. Donc si vous pouvez habiter dans un pays qui est en paix et qui est pas en risque de guerre, faites-le quoi. Est-ce que justement, par rapport à ce que tu dis, est-ce que toi, dans ton mindset, dans ta façon de voir les choses, est-ce que depuis ça, tu trouves que tu as changé ou que tu abordes les choses différemment, justement? Euh, Bah déjà j'ai été, je pense un peu traumatisé parce que j'avais plus mon appart, plus ma boîte, plus mes potes, plus ma vie de rêve. Et du coup, j'étais déprimé, honnêtement. Ouais, Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je pense que ça m'a rendu beaucoup plus dur sur certains aspects, beaucoup plus critique vis-à-vis d'où je viens, la société occidentale, parce que je pense qu'elle a une énorme responsabilité dans cette guerre qui a démarré et qui continue. Et j'ai beaucoup de mal à... alors, ça va peut-être pas plaire aux gens qui nous regardent, mais les esprits woke, trucs du genre et tout, hmm, ultra féministes et tout, j'ai beaucoup plus de mal parce que ouais, quand il y a la guerre, je vous le dis, hein, les femmes ne se battent pas. Enfin, il y en a qui se battent, hein, mais bizarrement, tout redevient normal, on va dire. Et les hommes vont à la guerre, les femmes quittent le pays, et c'est très bien comme ça. Et en fait, on revient à des valeurs de base qui sont très très souvent dénoncées. Et du coup, ça m'a rendu très très dur parce que j'ai vu des hommes. J'ai eu un homme qui m'a laissé ses 3 enfants à la frontière en pleurs avec une Kalachnikov et qui m'a demandé de les faire passer l'autre côté de la frontière. Et en fait, j'ai vu ce que c'était, on va dire, la vraie vie. Et quand je vois des gens là qui prennent la tête toute la journée parce que t'as pas écrit en écriture inclusive, parce que t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, qui qui cassent les bonbons à tout le monde pour des lois à la con pour tout et tout, je me dis waouh les gars vous êtes tellement loin du vrai quoi. Et du ouais. coup voilà, je pense que je suis devenu vachement critique sur l'Occident. Ouais, de toute façon, je pense que ce genre de situation, ça remet les pieds sur terre. Et comme tu dis, en fait, tu reviens un peu dans un état primaire où, Ouais. en fait, tu oublies tous les concepts qui ont été inventés durant des temps de paix. Tu retournes juste à la base, la survie. Mhm. Et en vrai, la survie, comme tu le dis, hein, c'est les rapports de force. Qui est-ce qui va taper plus fort que l'autre? Mhm. Donc effectivement, je comprends que tous ces concepts peuvent, tu vois, partir en fumée dans ces moments difficiles. Et je pense que c'est la dernière des choses qui les préoccupe, c'est ça, tu vois. C'est ça la Ouais, différence aussi. clairement. Donc voilà, ça m'a changé là-dessus. Ça veut pas dire que je suis intolérant et tout, tu vois, mais je dirais que ça Hmm. m'a pas mal bougé sur ces choses-là.
Et je me rends compte aussi que les choses sont plus complexes. Il y a des guerres un peu partout dans le monde. Il y en a au Moyen-Orient, en Israël, la Palestine, au Yémen. Il y a des choses au Congo et tout ça. Et en fait, tant que tu y es pas, honnêtement, pour moi, tu peux avoir une vague opinion, mais tu es très loin de la réalité. Et je vois entre ce qui est dit à la télé, ce qui était dit à la télé par notre presse, ce qui était dit à la télé par les Russes et tout, et la réalité, elle est pas exactement pareille, hein. Et c'est pour ça que quand je vois des gens qui manifestent toute la journée, qui font des trucs pour avoir la paix ou contre ou machin, je suis là en mode très bien, vous avez des valeurs et c'est cool, mais vous avancez pas trop sur des sujets que vous maîtrisez pas. Vous savez pas ce que c'est d'être en guerre en fait. Vous savez pas comment les gens pensent, comment les gens vivent, ce que ça fait de se faire bombarder, pourquoi les choses démarrent, pourquoi les choses continuent, pourquoi les choses ne s'arrêtent pas. Et du coup, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à parler d'autres conflits, parce qu'en fait, quand tu y vis pas, il te manque Tu peux pas presque savoir, ouais. 95% de l'information en réalité. Hmm. Parce que culturellement, les gens sont pas comme on pense. Et ça, c'était un truc qui m'avait d'ailleurs un peu choqué. Et après, on passera à autre chose. Quand je suis allé en Israël une fois, je suis allé qu'une fois, j'étais très choqué parce que moi, je pensais que les Israéliens, c'était comme des Européens. Et en fait, ils avaient absolument rien à voir. Il y avait des trucs ultra positifs que j'ai découverts chez eux et des trucs négatifs. Et en fait, je me suis dit, waouh, je me suis fait tellement d'idées. Et en fait, ça a été comme ça sur tous mes voyages, tu vois. Et j'y étais allé juste en tant que gars qui se balade là-bas, tu vois. Ouais, Et bien ce que sûr. je veux dire, c'est que même quand t'es allé en tant que touriste, c'est pas pareil que vivre à un endroit en réalité. Tout est plus complexe, tout est plus dur. Et franchement, il faut chérir la paix qu'on a chez nous, tout en comprenant que euh, pour avoir la paix, il faut préparer la guerre, quoi. En fait, faut pas se dire Ouais. que ça existe pas, tu vois. Ouais, je comprends. Je comprends, c'est intéressant que tu en parles parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'occasion souvent de parler avec des gens qui ont vécu cette situation. Donc, déjà, merci de partager ça. Parce que c'est pas toujours des souvenirs, tu vois, qui font plaisir et qui, quand on se rappelle, ça peut être encore douloureux. Mais pour parler justement de la suite, donc tu pars d'Ukraine, tu reviens en Ouais. France et t'en as parlé un petit peu, mais on va approfondir. Qu'est-ce que tu te dis quand tu reviens en France et qu'est-ce qui fait qu'après tu pars en Pologne, justement? Yes, bah, je pars d'Ukraine très rapidement au début de la guerre, un gros périple en réalité qui met plusieurs jours. Si vous tapez mon nom, Kevin Ben Simon Ukraine, vous trouverez des vidéos de moi, Ouais, je me je rappelle, crois que ouais. À c'était la télé, M6, ouais. France 2 et tout ça, et où je documente un peu tout ça, quoi. Et même sur mon Insta, je le documente un peu. J'arrive en Pologne d'ailleurs, je reste 2 semaines en Pologne ou 10 jours parce que j'avais un peu besoin de décompresser. Et puis en fait, après, on rentre à Nice avec ma copine et sa grand-mère d'ailleurs. Et quand on rentre, il y a beaucoup de médias qui m'attendent. En gros, ma copine, je me souviens, elle me dit mais qu'est-ce que t'as, ça va pas et franchement, je lui dis genre j'ai vraiment l'impression là, je reparle de cette histoire de jeu, mais d'avoir un bandeau avec marqué Game Over, quoi. Genre j'ai perdu. Psychologiquement, pas facile. J'ai revu des images il y a pas longtemps en fait de ce moment-là. Et j'ai vu ma mère me serre dans les bras, ma famille et tout, et je vois sur ma tête à quel point je suis blasé. Je suis même pas content de les retrouver. Et je crois que dans l'interview que je donne, je dis dès que je pourrai, j'y retournerai, un truc comme ça, tu vois. Genre, je me souviens. Ouais. Donc j'arrive, j'ai plus d'appart, plus de fringues. Je me retrouve quand même à ce qu'on me donne des fringues, tu sais, ça fait un peu bizarre qu'on te donne des fringues. Bah, Et clairement, j'ai ouais. plus de sous et je suis assez déprimé. J'organise un séminaire quand même un mois et demi plus tard parce que j'ai envie de montrer aux gens que peu importe ce qui se passe dans ta vie, t'as pas d'excuses. Et souvent les gens se trouvent des excuses. Moi le premier d'ailleurs. Mais à ces séminaires-là, en tout cas, j'essaie de pas en trouver et j'en organise un et je fais venir du monde. Et mon seul message, c'était ça pendant le séminaire. Vraiment, c'est plutôt business. Et puis on est à Cannes et puis en fait, ma copine à ce moment-là, elle kiffe plutôt Cannes. Elle voit les bénéfices d'être au soleil, la mer, Cannes, Monaco, Ah bah oui. Saint-Tropez. Et moi, en fait, j'ai l'impression d'habiter dans la Creuse, genre dans ma tête. Enfin, désolé pour ceux qui nous regardent et qui viennent de la Creuse, mais c'est un peu cliché, mais je me dis, waouh, c'est horrible où je suis, quoi. Y a Pour rien. moi, Hmm. tout est pourri. Et en fait, à me donner, ma copine a une opportunité d'aller à Varsovie avec un appart tout frais payé pendant 6 mois et tout. Elle est à moitié chaude. Et moi, je lui dis, vas-y, on y va. Et en fait, on se barre parce que j'arrivais pas à m'y faire, quoi. Pour moi, c'était un aveu d'échec d'être en France et j'aimais pas mes conditions de vie et du coup on est reparti à Varsovie. Donc on est resté de mars
à septembre en France et on est allé en septembre à Varsovie. Et t'es resté combien de temps en Pologne, du coup? À peu Deux près? ans. 2 ans. Ok. Ouais, Et est-ce 2 ans et que, 1 mois. et est-ce que justement, en Pologne, t'as apprécié ton expérience de vie? Est-ce que t'as trouvé que c'était similaire à l'Ukraine ou il y avait quand même, tu te ressentais quand même que c'était un pays différent? Franchement, j'ai ressenti de la différence. Il y a plein de similitudes. Déjà, le climat est à peu près le même. L'architecture se ressemble aussi. Les Polonais sont froids, mais pour le coup, très dur de briser la glace, j'ai trouvé. Ok. Et par contre, j'ai trouvé que c'était un pays qui était vachement plus européen que l'Ukraine en réalité, dans les mentalités et tout ça. Donc, je m'y retrouvais moins parce que ça me plaisait moins ce côté un peu européen, alors que je le suis. Et pour autant, j'avais une vie qui était cool. J'habitais, je pense, dans un quartier exceptionnel. J'avais un appart que j'aimais beaucoup. La Pologne, c'est un pays qui se développe énormément. La vie était pas très chère. Il y avait une grosse communauté ukrainienne. Je pense qu'il y a entre 800 000 et 1 million d'Ukrainiens rien que sur Varsovie pratiquement et ses alentours. Donc Ok. j'étais pas forcément dépaysé par rapport à ça. Et du coup, les Ukrainiens ont aussi créé des business et je retrouvais aussi des cafés, des restaurants comme en Ukraine et tout. Donc c'était cool et j'ai passé un bon moment. Il y avait des aspects que j'aimais un peu moins, mais comme partout, quoi. Ouais, bien sûr. Enfin, c'était le troisième pays en plus dans lequel t'allais, donc je pense que t'as des éléments de comparaison aussi. Euh, Mhm. et juste pour revenir avant à ce que tu disais, le retour en France, tu l'avais vécu comme un échec. Est-ce que tu penses qu'en tant qu'expatrié, c'est dur quand t'as vécu longtemps à l'étranger, c'est dur de revenir en France? Ouais, d'ailleurs c'est drôle, hier j'étais à un séminaire et j'ai rencontré un gars que peut-être ceux qui nous écoutent connaissent, il s'appelle Maxime Astuce, et on a sympathisé. En fait, je lui ai raconté très rapidement que je revenais de Pologne et il m'a dit «Ah, t'es expat et tu reviens en France?» Parce que je suis revenu là il y a deux Ouais, mois. Et il avait l'air choqué et je lui dis «Bah ouais». Et en fait, je comprends et je comprends pas. Je comprends parce que quand tu vis à l'étranger, c'est que finalement tu t'y retrouves peut-être pas où t'es ou que t'as envie de vivre des choses différentes et tu pars. Et c'était mon cas. Et je comprends pas parce que malgré les plein de problématiques que la France a, franchement, je vous le dis, hein, on est dans le top 1% des pays du monde, quoi. Genre, c'est un pays qui est magnifique. On a trop de chance d'être en France. Et en plus, moi, j'ai encore plus de chance parce que je viens de Cannes et que je trouve que c'est un endroit exceptionnel. Et puis, j'ai la chance d'avoir mon frère à Paris, donc je vais souvent à Paris. Donc, pour moi, c'est des villes qui me parlent. Oui, je pense que c'est compliqué parce que la mentalité française, si tu l'apprécies pas trop, elle a pas changé hein, quand tu reviens. ouais, bien sûr. Euh, mais par contre, il y a des aspects quand même cool. Qu'est-ce qu'on mange bien ici? Qu'est-ce qu'il y a d'endroits de beaux? Euh, la France, c'est un pays où il y a énormément de personnes qui viennent, qui passent du temps. Il y a des gens super intéressants. Et voilà, tu vois. Par contre, pour la mentalité, c'est un peu dur. Et au-delà de ça, c'est vrai que moi, quand j'étais en Pologne, c'est pas un pays exotique, tu vois, l'Ukraine non plus. Et si on m'avait demandé mon top 100 des pays où j'irais habiter, je pense qu'il serait même pas dedans, tu vois. En Ouais, gros. Mais il y a un truc que j'ai bien aimé au final et que tu peux retrouver dans n'importe quel pays à l'étranger, c'est que ça me plaisait de pas parler ma langue, de manger autre chose, de me sentir étranger à un endroit, tu vois, et de devoir m'adapter. Et j'avais l'impression aussi d'avoir une vie un peu plus unique, tu vois. Je suis un Français qui habite ailleurs. Je suis pas un Français en France. Donc ça, c'est des histoires que tu te racontes un peu tout seul, tu vois. Mais pour moi, ouais, c'était bien sûr. important en tout cas. Niveau culinaire, l'Ukraine et la Pologne, qu'est-ce que t'en as pensé? Bon alors, forcément, quand tu viens de France, culinairement parlant, Ouais, c'est il y a dur très peu de ouais, pays qui peuvent être compétitifs, tu vois. T'as l'Italie, mais tu vois, par exemple, même l'Italie, j'adore la nourriture italienne, c'est beaucoup moins varié que la nourriture française. Je ouais, retombe tout le temps sur les mêmes typologies de nourriture. Mais du coup, il y a très peu de pays, je trouve, qui sont à la hauteur de la France, selon mes goûts à moi, et j'ai les meilleurs goûts. Je dirais que l'Ukraine, la qualité des produits était incroyable. La qualité de la viande, la qualité des légumes, des fruits. Et en fait, l'Ukraine est connue pour avoir une qualité au niveau des sols, la terre noire, on appelle ça, qui donne des produits exceptionnels, vraiment. ok. Genre, franchement, les agriculteurs français devraient se faire. Enfin, si un jour l'Ukraine rentre en Europe et qu'elle n'est pas en guerre, ils devront se faire du souci parce que c'est vraiment super bon, alors qu'en France, on a déjà des produits exceptionnels. La nourriture était plutôt bonne, mais vraiment pas très variée. C'est un peu tout le temps la même chose. Mais c'était quand même très bon. En Pologne, c'est assez similaire, sauf que la qualité des produits, c'est zéro. Du coup, ça change quand même pas mal de choses. Et que la bouffe est pas incroyable, hein. Ok. Franchement, genre, ils ont des palettes d'Oberman, hein. Honnêtement, genre. Tu mettrais du coup l'Ukraine au-dessus de la Pologne.
Ouais, large. Ouais, Et même pour un autre point, quand je parlais aux Ukrainiens, je remarquais qu'ils connaissaient les bonnes choses de la vie en termes de nourriture. Ils étaient très curieux, ils avaient déjà goûté plein de choses et tout. Et en fait, en Pologne, beaucoup moins de curiosité. Et tu le remarques dans les restaurants, c'est des trucs bêtes, mais même quand j'allais dans des restaurants du coup étrangers, je sais pas, italiens et tout, en Ukraine, j'ai eu vraiment des restaurants italiens où je me suis dit, waouh, j'ai pris une claque aujourd'hui, c'était incroyable. En Pologne, j'ai jamais eu un wow effect dans un restaurant. Alors que honnêtement, ouais. si des gens sont allés à Varsovie, j'ai fait tous les meilleurs restaurants de Varsovie et il y a des très bons restaurants, mais j'ai jamais eu un restaurant vraiment coup de cœur où je me suis dit c'est exceptionnel, tu vois. Alors qu'en Ukraine, vraiment, j'en ai eu plein. Et pour moi, ça montre aussi la compétence des gens à être capables de bien cuisiner, tu vois, même des cuisines qui sont pas la leur, quoi. Ok, hyper intéressant. C'est vrai qu'on se rend pas compte peut-être que l'Ukraine est aussi bonne, tu vois, dans la production, dans les produits en général. Donc hyper intéressant. En tout cas, merci d'avoir partagé tes expériences sur la Chine, l'Ukraine et sur la Pologne, puisque du coup, je pense que tu as fait pas mal de pays. Est-ce qu'il y a des pays qui te tentent là maintenant? J'allais te demander où Ouais, est-ce que tu te vois là? il y a des pays qui me tentent en termes de voyage, mais pas forcément en termes d'expatriation. Finalement, je me rends compte que les 3 fois où j'ai voyagé, c'était un peu où j'ai habité quelque part. Finalement, c'était un peu le hasard, un peu Ouais, la vie qui a fait que d'un coup j'ai switché, ou notamment pour l'Ukraine et la Pologne. Il y a plein de pays que j'aimerais visiter. Je suis jamais allé en Amérique du Sud. J'aimerais bien aller en Nouvelle-Zélande. J'aimerais bien aller au Japon. Pour autant, y vivre, je sais pas. Je me suis quand même rendu compte d'un truc. Je pense que je suis quand même profondément européen. Enfin, j'aime que les gens, enfin, je trouve que c'est très bien qu'il y ait des nations et tout ça avec des frontières, des trucs. Et je suis pas forcément pour les États-Unis d'Europe. Mais par contre, en Europe, je me sens quand même chez moi, globalement. Dans les ouais. pays où j'ai pu aller, j'ai fait presque tous les pays d'Europe. Donc, je pense que ça serait compliqué pour moi d'habiter ailleurs qu'en Europe, si ce n'est peut-être aux États-Unis, mais c'est pas forcément un projet que j'ai en tête, tu Ok. Bon, en tout cas, merci d'avoir partagé ça avec nous. Maintenant, on passe à la deuxième partie du podcast, qui est plus un petit jeu. vois. Ok. C'est ce que j'appelle les 5 clichés, vrai ou faux. Et en gros, là, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir de la matière, tu vois. On va avoir la Chine, l'Ukraine et la Pologne. Donc, je vais te dire Ok. les clichés. Et toi, tu me dis si c'est Vas-y. vrai ou faux, selon ton expérience, euh, directement. Alors, attends. Hop. Donc, premier cliché sur les Chinois. Alors là, j'ai un cliché qui, je pense, va te faire rigoler. Ils mangent tout et n'importe quoi. C'est vrai. Ouais, c'est clairement vrai. En Chine, Comment j'ai ça? mangé. En Chine, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que déjà, Ouais. même sur un animal qu'on mange le même, eux, ils vont manger vraiment tout ce qu'il y a dessus. Genre, Ah, je sais pas, tu jusqu'au vas bout, manger ouais. du poulet, Ouais. eux, ils vont te servir des pâtes de coq, des crêtes, des trucs comme ça, tu vois. Donc même sur les choses en commun, c'est le cas. Et puis après, ils mangent plein de choses qu'on mange pas vraiment. Là-bas, j'ai mangé de la migale, de l'hippocampe, Ah ouais, du vraiment les trucs. serpent et tout. Et je veux quand même je veux pas abuser dans le cliché. Ils mangent pas des migales et des hippocampes toute la journée, tu vois. Ouais. Loin de là. C'était dans un marché particulier. Mais des soupes de tortues, j'en ai vu plein. Et des larves de frelons, des trucs un peu comme ça. Ça, j'en ai vu dans les marchés. De toute façon, tu vois les marchés. Et ouais, ils mangent vraiment tout et n'importe quoi, honnêtement. Bah, ça confirme bien du coup ce premier cliché. Deuxième cliché, ils sont tous experts en arts martiaux. Pas du tout. Pas du Alors, pas du tout. En plus, en Chine, pour le coup, je veux dire, le karaté, c'est pas chinois, la boxe, c'est pas chinois, le muay thai, c'est pas chinois. Il y a plein Le d'arts judo, martiaux le très judo c'est connus. pas chinois. Ouais. Ouais, voilà. Il y a plein d'arts martiaux très connus qui sont pas chinois, tu vois. Ils ont du kung-fu. Je me souviens que j'avais été marqué par le nombre de personnes qui faisaient du tai chi, de personnes âgées, du badminton, du ping-pong et du basket, qui est un sport vraiment important là-bas. J'ai pas été marqué par des gens qui faisaient trop d'arts martiaux, tu vois, honnêtement. Ok. Maintenant, un cliché sur les Polonais. Ils sont tous très tournés autour de la religion catholique. Alors, c'est un pays qui est ultra croyant et d'ailleurs jusqu'à très peu de temps, c'était le parti autour de l'Église, on va dire, Ouais. catholique, qui était élu et qui était très conservateur. Et d'ailleurs, c'est un pays où le dimanche tout est fermé. Ça j'aimais pas trop, même si je respecte, et où l'avortement est interdit. Genre, je trouve ça fou, honnêtement. Ouais, ils sont très croyants. À savoir est-ce qu'ils sont tous catholiques, croyants et tout, j'en sais rien.
En tout cas, la dimension religieuse est bien plus importante qu'en France, ça c'est sûr. Ok, ouais, c'est bien ce que je pensais. Maintenant, un cliché sur les Ukrainiens. Ils mangent du borsch tout le temps. Alors déjà, le borsch, apparemment, c'est une soupe à base de betterave, Ouais. qui est le plat principal, enfin du moins très connu en Ukraine. Alors Mhm. est-ce que c'est vrai, ils en mangent très souvent? Alors, ouais, c'est le plat national en Ukraine. C'est une soupe du coup de betterave qui est toute rouge. C'est assez bon. J'en ai pas mangé tant que ça parce que souvent il y a du porc dedans et j'en mange pas. Mais j'en ai Ouais. mangé avec du bœuf et tout. Et c'est assez bon. Après, eux, ils t'en parlent comme si c'était genre, je sais pas, les pyramides de Gizeh, tu vois. Bah oui, c'est Genre, ils leur t'en truc à parlent eux, comme ouais. d'un truc fou. Moi, j'ai trouvé que c'était bon, mais voilà, ça m'a pas marqué. Et ils en mangent souvent. Quand un Ukrainien va pas bien ou quoi, il va te dire qu'il a envie de manger ça, quoi. Ok, ouais, c'est vraiment le truc qui les Donc voilà. réconforte. Ouais. Ouais, ça les réconforte. C'est un plat familial et voilà. Après, j'ai pas non plus le sentiment qu'ils en bouffaient toute la journée et que Ouais, c'était comme ça partout, tu vois. Mais ok. oui, oui, ils en sont très fiers en tout cas. Et dernier cliché, donc toujours sur les Ukrainiens, il y a énormément en Ukraine d'agriculteurs. C'était quoi ça? Ah, je te prends les clichés qu'on peut retrouver directement Ouais, sur mais Internet. en fait, ça me fait marrer parce que genre je m'attendais à d'autres choses sur l'Ukraine. Alors oui, il y a beaucoup d'agriculteurs. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que quand tu roules entre certaines villes, sur les grands axes autoroutiers, tu as des gens, souvent des personnes âgées avec des seaux et qui vendent genre des oignons ou des champignons ou des pommes de terre. D'ailleurs, j'ai jamais vu des oignons aussi grands, genre ils sont comme ça. Et du coup, tu as beaucoup de personnes qui cultivent en tout cas la terre pour se faire de l'argent. Et ça veut pas dire que du coup, nous, on pense l'agriculteur en mode l'amour est dans le pré, le gars, il a 50 hectares. Et... Ouais, Non, il y a des gens qui ont un jardin et qui vendent ça dehors pour faire de l'argent parce que le salaire là-bas est il tellement suffit bas pas, que ouais. c'est compliqué. Mais ça reste une terre agricole très importante et c'était connu comme étant le grenier de l'Europe. Et d'ailleurs, si vous regardez un peu l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, c'était un endroit assez stratégique à prendre pour Hitler, notamment pour ces aspects-là sur l'agriculture. Ok, et du coup, bah, dernier cliché, je vais poser, même si ça fait 6 du coup, parce que je sais que tu vas en parler. L'Ukraine et la Pologne euh, ont un réseau de prostitution omniprésente. Pourquoi tu me dis, je sais que tu vas en parler? Non, mais En fait, voilà. je m'attendais plus à ce genre de questions. Ouais, c'est pour ça que je te dis, j'en parle, c'est le dernier. Meilleur pour la fin. Alors, je pense que des réseaux de prostitution, il y en a partout dans le monde. On dit souvent que c'est le plus vieux métier du monde. Et franchement, allez sur Internet en France, vous tapez prostituée et vous allez avoir foison de possibilités. Donc en Ukraine aussi et en Pologne aussi. Et c'est vrai que l'Ukraine est malheureusement connue pour son tourisme sexuel, qui je vais pas démentir, qui existe honnêtement. Ouais. Pourquoi il existe? Je pense qu'il existe pour plusieurs raisons. Par contre, c'est assez intéressant. Il existe parce que déjà, il y a plus de femmes que d'hommes, donc il y a énormément de femmes en proportion. Il existe parce que les femmes sont incroyablement belles et que du coup, forcément, ça attire les hommes. Et il existe parce que l'ascenseur social fonctionne pas très bien en Ukraine. Tu peux être le meilleur à l'école et pour autant, tu n'auras pas forcément un bon job et du coup un bon salaire. Et il y a beaucoup de femmes qui préfèrent du coup se sacrifier pour assurer leur avenir et celui de toute leur famille, plutôt que d'avoir une vie de merde financièrement parlant. Donc Ouais. je sais que c'est un truc qui est assez commun là-bas, pour le coup. Et j'en ai discuté avec des personnes concernées, donc je vois très bien. Je sais que vu de l'Occident, ça fait un peu bizarre et les gens se disent ah c'est des putes, machin, c'est mal. T'habites là-bas, tu vois pas forcément tout exactement de la même manière justement quand les gens partagent leur parcours. Et je sais un autre truc, c'est que là-bas, ils sont aussi beaucoup plus ouverts sexuellement, honnêtement, et qu'il y a vraiment des personnes qui kiffent faire ça, en fait, en tant que métier, qui Ok, pensent y ouais. trouver leur compte, et que c'est pas exactement tout ce qu'on peut croire. Bien sûr qu'il y a des réseaux avec des Macs, des gens qui tiennent des femmes, malheureusement, et qui les soumettent et qui les utilisent, et c'est Ouais, horrible. bien Mais il sûr. y a aussi beaucoup de personnes indépendantes qui font ça par plaisir et qui t'expliquent qu'ils vont joindre l'utile et l'agréable, quoi, en gros. Hmm. Et ça aussi, alors ça va peut-être choquer les gens quand je leur dis, mais tant que vous n'avez pas vécu dans ces pays, essayez, je vous demande même pas en fait de dire ah c'est trop bien ce qu'il raconte le gars et tout, mais dites-vous qu'en fait le monde c'est pas la France.
la France, c'est une toute petite partie du monde. Comment on pense, c'est une petite partie du monde. Et qu'en fait, ailleurs, c'est très différent et que les vies sont différentes, que l'histoire des gens, l'histoire personnelle est différente, que les possibilités sont différentes. Et pour conclure, je dirais par rapport à la Chine, l'Ukraine et la Pologne, c'est des pays qui finalement partagent des choses en commun. Quand vous êtes né en France, si vous jouez au poker, vous êtes vraiment né avec une paire de rois ou d'as dans les mains. Quand vous êtes né en Chine, en Ukraine, un peu moins en Pologne, c'est comme si vous étiez né avec un 2 et un 6 dépareillés, quoi. Vous naissez pas du tout avec les mêmes chances. Ouais. Et c'est tout est plus compliqué. Et du coup, la vie est pas pareille, les choix sont pas pareils, les raisons sont pas pareilles. Et les gens, du coup, ont des histoires qui sont assez intéressantes et différentes, quoi. Et merci en tout cas de partager ça. Et moi, j'aime bien finir sur cette question qui est large et qui est vraiment propre à la personne qui vient de nous parler. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui aimeraient potentiellement bouger, qui se posent des questions, qui sont pas sûrs, qui ont forcément peut-être des craintes et j'espère que ça les aide, tu vois, ce qu'on fait là. Toi, quels sont les conseils que tu te donnerais au jeune Kevin, peut-être qui avait peur de bouger, et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui hésite euh, de bouger tout simplement et à s'expatrier? Bah, le jeune Kevin, honnêtement, il a jamais eu peur de bouger parce que j'ai toujours été dans des avions et je me suis retrouvé très jeune, je pense à 3 ans, à prendre l'avion tout seul. Il y avait une hôtesse qui m'accompagnait et tout, mais Pour aller du en coup, ça a Suède, jamais été, ouais, pour aller en Suède. hmm, Du coup, ça a jamais été un sujet pour moi, tu vois. ouais, Euh, donc, je connais pas cette peur-là. C'est compliqué de parler d'un truc que tu connais pas. Pour autant, je vois des gens qui ont jamais bougé, etc. Et je vous dirais que c'est une phrase un peu à la con, mais bon. Quand tu voyages, tu apprends beaucoup plus sur toi en réalité qu'autre chose. Bien sûr, quand tu vas en Chine, tu apprends sur la Chine, quand tu vas en Ukraine et tout. Mais tu apprends tellement de choses sur toi quand tu voyages. C'est assez fou. Tu changes tellement, tu grandis tellement. Et j'ai envie de leur dire que s'ils veulent apprendre à se connaître, je pense que la connaissance de soi permet d'être plus heureux dans la vie. Je les invite tout simplement à voyager en fait. Et que s'ils ont envie d'être plus heureux, voyager, pas forcément pour s'expatrier, mais juste pour apprendre à vous connaître et essayer de faire pas que des voyages en mode zone de confort, à savoir qu'en Europe ou dans des trucs très balisés de touristes, etc. Essayez de voir un peu d'autres choses pour apprendre à vous connaître. Et en réalité, vous avez rien à perdre si vous allez dans des pays qui sont pas trop. Je vous dis pas d'aller en Afghanistan ou en Syrie, quoi. Si vous allez dans des pays qui sont à peu près sûrs et tout, qu'est-ce que vous avez à perdre, comme tu le disais tout à l'heure, au pire du temps et un peu d'argent. J'ai pas aimé tous mes voyages, ça arrive d'être parfois un peu déçu. Et en fait, juste faites-le. Et si vous n'avez pas la possibilité financière de voyager trop, un voyage, c'est pas juste partir au bout du monde ou partir en Europe. Ça peut juste partir à 50 kilomètres de chez soi, dans un endroit qu'on connaît pas, et essayer de découvrir. Ça coûte moins d'argent. Je sais que pas tout le monde est riche, pas tout le monde a des possibilités. Les gens ont parfois peur. Commencez avec des petits trips, en fait, juste en France, pour voir ce que c'est. Franchement, entre être à Lille et à Nice, c'est pas du tout la même chose. Entre être à Paris et à Bourges, qui est pas très loin, c'est pas la même chose. Donc déjà en France, il y a déjà énormément de choses à voir qui peuvent être culturellement intéressantes et vous permettre aussi d'apprendre à vous connaître. ok. Bah écoute, merci pour tes conseils et merci pour ton temps aujourd'hui. Franchement, c'était hyper intéressant de pouvoir parler avec toi. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. C'était l'épisode voilà, sur Chine, Ukraine et Pologne avec Kevin. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de suivre sur Spotify, YouTube et de partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Allez, à plus. Ciao. Merci, merci.